Bonjour, je pense qu'on va pouvoir commencer. Tant pis pour les retardataires. Bonjour à tous et rebonjour pour ceux qui sont déjà venus me voir tout à l'heure. Merci de venir me voir pour parler de CSS. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a encore plein de gens qui sont intéressés par le CSS, enfin en tout cas qui essayent, je sais pas, en tout cas il y en a beaucoup qui essayent, c'est chouette. Je vais vous parler aujourd'hui de CSS, mais surtout de Flexbox et de CSS Grid, qui vont devenir bientôt vos meilleurs amis, enfin j'espère. Je suis désolée pour ceux qui sont déjà venus me voir un peu plus tôt, je me répète, donc je m'appelle Amélie, je fais du JavaScript, je suis développeuse de front-end essentiellement, j'ai fait beaucoup de AngularJS et je suis passée plus récemment sur du React. Je travaille chez Electra, j'aime bien la Pala, les licornes et les sketchnotes. Je sais pas comment ça se passe dans votre entreprise ou pour vous, mais chez nous en tout cas, souvent quand on reçoit des specs graphiques ou une maquette ou quoi, et qu'on doit l'implémenter, souvent ça ressemble à ça. La maquette est super claire, il n'y a pas de souci, il y a les couleurs, il y a tout ce qu'il faut. Par contre, quand on a besoin de créer le composant qui va bien, avec le petit espace qui va bien, l'alignement, tout ça, on se retrouve à avoir un CSS qu'on tord dans tous les sens. Et à la fin ça fonctionne. Hein. Par contre, il ne faut plus toucher à rien. Il y a du vécu, c'est sûr. Non, mais ça parle à beaucoup de monde, je pense. Alors, je reviens un peu sur l'histoire d'où on vient, parce que je trouve que c'est important de savoir ce qu'on a résolu comme problème, quand même. Dans l'ancien temps, donc ça ne me parle pas beaucoup, mais ça pourra peut-être parler à certains d'entre vous, quand on devait gérer des layouts, on utilisait beaucoup les tables. Et notamment sur IE et sur les emails, etc., beaucoup de layouts étaient gérés par ça. Ça avait le sérieux avantage d'être hyper solide. C'est-à-dire que vous avez vos colonnes et là, ça bougeait plus. Il n'y avait pas de souci. Par contre, en termes de performance, c'était pas terrible parce que rendre beaucoup de tableaux dans une page, ça coûte beaucoup de problèmes de perf en fait. Bon, certes, aujourd'hui, on a des machines qui nous permettent de ne pas le voir, mais c'est pas une raison pour ne pas s'en soucier. Ça alourdit énormément le HTML quand vous arrivez sur une page où c'était géré avec une table. Pour afficher 3 lignes de contenu, on avait une table, un T-body, des TR, des TD, tout un truc pas possible. Et c'était super lourd. C'est aussi pas très flexible. Si on voulait que la colonne, finalement, ça s'affiche en ligne, là, vous deviez remanipuler tout le tableau. C'était un peu lourd, quand même. Et en termes d'accessibilité, on n'en parle pas assez souvent, mais c'était aussi un gros problème, parce que les lecteurs passent sur la page, pour les personnes malvoyantes, et en fait vont interpréter le tableau comme étant un tableau, puisque quelque part c'en est un, mais en fait étant donné qu'il est utilisé que comme pour du layout, ça perd un peu son utilité, et c'est complètement contre-productif à ce moment-là. Sont venus ensuite les floats, donc c'est arrivé en CSS1, c'est assez vieux quand même. Ça permettait d'afficher essentiellement deux éléments l'un à côté de l'autre, surtout pour du texte et une image. On a notre image, on a notre texte qui s'affiche tout autour, ça marchait très bien, donc float left, float right. Et c'est devenu en CSS2 un schéma de positionnement, de la même façon que le display et le position. On pouvait afficher des éléments les uns à côté des autres. Donc c'était plutôt pas mal, mais c'était quand même pas évident non plus. On se retrouvait à avoir des float left qu'on mettait sur nos éléments pour les faire apparaître les uns à côté des autres, et c'était bien, parce qu'en fait, on avait nos items qui prenaient la taille qui leur était, la taille de leur contenu ou la taille qu'on leur avait définie, et ils s'affichaient les uns à côté des autres. Et le dernier qu'on ne mettait pas en flottant, il prenait toute la place qui restait. Si c'est ce qu'on voulait faire, à ce moment-là, c'était très bien. Par contre, si on voulait que l'élément revienne en dessous, à ce moment-là, il fallait faire une espèce de clearboss. Je suis sûre que ça parle à beaucoup d'entre vous. Et on se retrouvait à mettre des clearboss un peu partout dès qu'on voulait remettre les trucs en bas, etc. Et franchement, c'était pas évident. Et on en mettait surtout à tort et à travers. Il y avait un autre effet de bord un peu compliqué qui était que quand vous mettiez tous vos éléments en float à l'intérieur d'un container, ça flotte par définition, donc en fait le container n'a plus d'éléments sur lesquels se baser sa hauteur, et tous vos éléments étant en float, votre container prend une taille de 0, et après si vous vouliez afficher des choses en dessous, vous repassez au clearboss, etc. Enfin bref, les effets de bord étaient multiples. Mais voilà, aujourd'hui on est en 2018, et je suis ravie de pouvoir vous dire qu'on a résolu des problèmes qu'on s'était créés il y a 20 ans. Pour ça, je vais vous parler en premier de Flexbox. Flexbox, c'est une API qui est très simple, c'est du CSS3, et c'est très efficace. Ça permet, en premier lieu, de disposer des éléments les uns par rapport aux autres. Donc déjà, vous allez pouvoir disposer vos éléments en ligne ou en colonne, savoir si vous voulez que certains éléments s'affichent avant d'autres, positionnés en CSS et non plus en HTML directement.
Donc voilà, gérer la direction, comme je le disais, en ligne, en colonne. Vous avez aussi la possibilité de faire une ligne inversée. Enfin, je vais vous montrer, vous inquiétez pas. De wrapper vos éléments simplement avec une ligne en CSS, savoir si vous voulez que vos éléments continuent sur la ligne ou si, quand la fenêtre diminue, revenir breaker à la ligne. Vous allez pouvoir également aligner vos éléments horizontalement, mais aussi verticalement. C'était quelque chose qui était très douloureux à faire si certains d'entre vous avaient essayé un jour avec des anciennes API, avec des tables, ça marchait très bien pour le coup, encore une fois, mais après dès qu'on sortait du display table, c'était très compliqué. Et vous allez également pouvoir facilement distribuer l'espace d'un container, l'espace restant d'un container pour dispatcher vos éléments à l'intérieur. Je vais vous montrer tout ça à travers une démo. Flexbox, je ne sais pas si on voit très bien, mais il est très bien supporté maintenant. C'est supporté à 95%, un peu plus de 95% des browsers. Donc c'est vraiment une API de toute façon qui est complètement utilisée et complètement adoptée sur plein de sites, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. En termes de terminologie, c'est assez bête. Vous allez avoir votre container, et à l'intérieur du container, vous allez vouloir placer des items. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Il y a une petite subtilité, cependant, c'est que, imaginez, vous avez une div container, à l'intérieur vous avez vos items, et il faut savoir que vous allez placer vos items les uns par rapport aux autres, mais que ça n'influe que sur les items de premier niveau par rapport au container. C'est-à-dire que si vous avez une div à l'intérieur de votre item, elle ne va pas être prise en compte sur la disposition des éléments. Je vais vous montrer ça tout à l'heure à nouveau. Et une autre chose importante à savoir sur Flexbox, c'est que ça se base sur un axe principal et un axe secondaire que vous pouvez définir, que vous pouvez changer. Par défaut, donc c'est défini avec la propriété FlexDirection. Par défaut, c'est du raw. Donc vous appliquez au container un display flex, et par défaut, vos éléments prennent l'axe principal horizontal, en ligne. Et l'axe secondaire devient par défaut l'axe vertical. Vous pouvez changer cet ordre-là en se disant que le main axis, l'axe principal, devient la colonne, en passant à FlexDirection à colonne, et à ce moment-là, votre axe secondaire devient l'axe horizontal. C'est hyper important parce qu'en fait, quand vous allez vouloir définir des alignements Justify et Align, ils se font par rapport à ces axes-là, par rapport à l'axe principal et à l'axe secondaire. Donc selon comment vous avez défini votre Flex Direction, vous n'allez pas utiliser les mêmes propriétés pour pour positionner de la façon dont vous le souhaitez. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je ne sais pas si on m'entend bien, ça a l'air. Est-ce que vous voyez bien... je monte un peu le micro, je ne suis pas si petite. Est-ce que vous voyez bien le code? Ça va? Ok. Donc je vous ai préparé une petite démo à base de poney, hein, parce que bon, je reste dans mon domaine. Donc vous voyez, sur mon HTML, c'est assez basique. J'ai un body. Dans mon body, j'ai une première div qui est mon container de poney. Dans mon container de poney, j'ai tout plein de poneys qui apparaissent ici. À l'intérieur de mes divs, c'est pas très important, mais j'ai mon image, j'ai ma div avec mon titre, etc. Ce que je vous ai expliqué, c'est que là, mon container, c'est lui qui va porter certaines propriétés, mes items vont pouvoir porter certaines propriétés, mais une fois que j'ai dit au container qu'il était en display flex, il va influer que sur ces divs de premier niveau et jamais sur ce qui est à l'intérieur de ces divs. Donc là, voilà, j'ai mes poneys. Hop. Imaginons du coup que mon container, je le passe en display flex. Et là, directement, j'ai mes poneys qui s'alignent tout seuls, en ligne, avec une ligne de code. C'est assez impressionnant, je sais. Il y a une propriété qui est très intéressante, qui est order. Donc cette fois, ce n'est pas une propriété qu'on va appliquer à notre container, c'est une propriété qu'on va appliquer à nos items. Il faut savoir que la propriété order, par défaut, sa valeur, c'est 0. Et imaginons que mon Rainbow Dash, qui est mon premier poney ici, mon Rainbow Dash, je lui passe un order à 3. À ce moment-là, il va s'afficher en fin de liste. Étant donné que tous les autres ont un order de 0, 3 étant supérieur à 0, j'espère que je ne vous apprends rien, il s'affiche à la fin de la liste. Si mon Rarity, qui est le poney 4, je le place en order 1, à ce moment-là, il va se placer après l'order 0 et avant l'order 3, etc. Bref, je pense que vous avez compris. Ce qui est hyper intéressant de voir ici, c'est que j'ai réussi à changer l'ordre de mes divs sans toucher à mon HTML.
Et ça, en termes de responsive, c'est super intéressant. Ça nous apporte beaucoup de possibilités. Ok, donc je reviens en ligne avec mes poneys numérotés de 1 à 5. Et il y a une propriété chouette qui s'appelle Justify Content qui me permet, entre autres, donc celle que j'utilise le plus souvent, c'est Center. Elle me permet de centrer mes items. Donc Justify Content se base sur le main axis. Ici, mon main axis, mon axe principal, c'est l'axe horizontal. Ça me centre de façon horizontale. Ça les centre par rapport à l'élément qui reste, arrive à calculer l'élément restant à l'intérieur du container et à me placer mes éléments au centre. Il y a d'autres valeurs de Justify Content qui sont intéressantes, qui sont par exemple Space Around. À ce moment-là, il arrive à calculer l'espace restant et à le dispatcher entre tous mes éléments. Et ça, à faire avant, c'était quand même pas si simple, et là aujourd'hui, c'est quand même assez facile. En une ligne, on y arrive. Et on voit que c'est assez responsive quand même, ça marche bien. Bon, après, il y a Space Between qui marche un peu de la même façon, mais sans les... on va bien le voir. Sans les espaces avant et à la fin ici de mon container. Voilà, bon. Il y a plein de valeurs, je ne vais pas toutes vous les faire, hein, je ne vais pas faire le dictionnaire, c'est pas très intéressant. Mais voilà, donc vous pouvez centrer horizontalement sur le main axis, et ce qui est chouette, c'est que vous pouvez aussi centrer sur l'axe secondaire. Donc là, pour vous le montrer, je vais passer mon container sur une taille fixe un peu plus grande. Et vous voyez que déjà, mes poneys, leur taille est augmentée par défaut. Parce que quand on se place en display flex, les items sont stretch et prennent la hauteur du container. Et là, par contre, si je dis que je veux qu'il se centre aussi verticalement, à ce moment-là, je fais un align content. Non, pas du tout align content. Align items, pardon. Align items. Et là, ça se centre sur l'axe secondaire. Et en se centrant sur l'axe secondaire, vous voyez qu'ils ont repris la taille de leur contenu tout seul. Bon, il n'y a pas que Center, hein, vous pouvez le placer à la fin si vous voulez aussi, etc. Enfin, bref, encore une fois, je ne vais pas refaire toute l'API, mais vous pouvez le placer tout ce que vous voulez où vous voulez. Ce qui est chouette, c'est que ça, c'est une propriété que vous pouvez définir sur votre container pour tous les items, et vous pouvez le définir de façon unitaire pour vos items également. Si je veux que mon Fluttershy... Ah, j'ai perdu ma propriété Fluttershy. Je vais me faire gronder par la communauté My Little Pony. Voilà, si je le place en align self, donc du coup align c'est toujours sur l'axe secondaire et self c'est pour dire que c'est lui que je cherche à placer. Si je le mets en flex start, à ce moment-là, mon item remonte tout seul. Voilà. Une autre propriété intéressante qui peut relativement bien servir aussi, c'est, donc là je reviens sur... ça. Ok. Je reviens sur mon container comme ça. Je vois que si je diminue ma fenêtre, j'ai une scrollbar qui apparaît. Mais ça me plaît pas trop, c'est pas hyper responsive. Je voudrais que mes items reviennent à la ligne automatiquement. Quand on définit un display flex sur le container, il y a une propriété qui vient par défaut avec, qui est le flex wrap. Dont la valeur par défaut, c'est no wrap. Donc vous allez voir que si je la mets, ça ne change rien puisque c'est la valeur par défaut. Voilà, c'est bon, je vous mens pas. Et par contre, si je le place ouais, en wrap, voilà, c'était ça. Si je le place en wrap, donc là c'est parce que j'ai mis un space between que ça fait un truc bizarre, mais voilà, si je le place en wrap, on voit que mes items reviennent automatiquement à la ligne lorsqu'il n'y a plus assez d'espace pour contenir l'item. Donc en fait, c'est pas révolutionnaire en soi, c'est juste que c'est très simple. Vous voyez, en deux lignes de code, j'ai réussi à avoir quelque chose de responsive et de pas trop sale. Il y a un autre élément dont je voudrais vous parler qui est que je trouve super chouette, qui est le flex grow. Donc c'est pas évident à appréhender. C'est une propriété qui par défaut est à 0 sur tous les éléments. Et disons que par exemple si je définis Pinkie Pie ici, si je lui définis un flex grow à 1, à ce moment-là, il va aller chercher sur la ligne sur laquelle il est, donc sur le container, il va aller chercher tout l'espace disponible restant pour aller s'afficher. Vous voyez qu'ici, ça grandit autant qu'il peut. J'ai mon Applejack qui vient derrière, mais vous voyez, il prend tout l'espace restant. Et ce qui est possible de faire également, c'est de dire que mon Applejack, lui aussi, il prend un flex grow à 1. À ce moment-là, il se partagerait l'espace restant. Mais si je lui mets un flex grow à 2, à ce moment-là, ça part plutôt en ratio. C'est-à-dire que Applejack va grossir 2 fois plus vite que mon Pinkie Pie lorsqu'il y a de l'espace qui reste.
Je ne sais pas si ça va être très visible ici. Bon, là, forcément, il est tout seul sur sa ligne. Mais vous voyez que mon Apple Jack, il grossit quand même 2 fois plus vite. Bon, je ne sais pas si c'est... on voit un petit peu. Voilà, donc ça, c'est quand même assez intéressant quand on a des éléments sur une page qu'on veut rendre responsive, d'avoir des éléments qui grossissent plus vite que d'autres. Il y a exactement la même propriété, enfin sur le même principe qui s'appelle Flex Shrink, qui par défaut, elle est à 1, contrairement à l'autre. Qui permet de rétrécir l'élément plus vite que les autres. Si on veut que mon Pinky se rétrécisse plus vite que mon Apple, il suffit que, enfin, la valeur par défaut étant déjà 1, il suffirait que mon Apple, je le passe à 2 ici. Et bon, là, j'ai des éléments qui sont en détail complètement statiques, donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer ici. Mais mon Apple se rétrécirait 2 fois plus vite que mes autres éléments. Voilà pour ça. Je ne vais pas aller plus loin sur Flexbox, j'espère juste que vous avez compris le principal. En tout cas, ce que j'utilise le plus souvent, ça reste quand même le Align Content, le Align Items d'ailleurs, que je confonds avec le Content. Align Items et le Justify Content. Pour des raisons évidentes que quand on veut centrer, ça reste quand même super pratique. Je vous laisse découvrir le reste de l'API qui est très clair et il y a beaucoup de documentation sur Internet. Je suis sûr que vous allez vous en sortir. Et n'hésitez pas si vous avez des questions ensuite. Mais je m'arrête là pour ça. Et je reprends le micro. Et je vais maintenant passer sur CSS Grid. Grid pour les intimes. Donc, contrairement à ce qu'on a vu avant avec Flexbox, là, CSS Grid, c'est un système de grille. Donc, par définition, c'est en 2 dimensions. Flexbox, c'était plutôt pour tout ce qui était unidirectionnel, de la ligne ou de la colonne. Là, on est vraiment sur une grille. C'est quelque chose qui est natif. Et comme j'ai mis la citation ici, où il y a une faute de typo, et qui vous dit qu'en fait, l'intérêt de CSS Grid, c'est de rendre au markup son rôle de markup et de ne plus porter tout ce qui est layout. Bisous Bootstrap, ça y est, on a réussi à avoir un système de colonnes natif, parce que je ne sais pas comment ça se passait dans vos applications, mais on se retrouvait souvent à avoir quelque chose, quand on voulait responsive, d'utiliser Bootstrap ou équivalent, un système à colonnes, dont j'ai mis un exemple ici à gauche, je ne sais pas si vous le voyez très bien. Mais Bootstrap, c'était quand même assez verbeux, globalement, c'est-à-dire qu'on voulait afficher une ligne et on voulait que notre header prenne toute la place partout, tout le temps, ça ok, mais que sur un écran très large, mon content prenne 4 colonnes et que sur un écran très petit, ça prenne 12 colonnes, et à ce moment-là, on se retrouvait avec des noms de classe assez énormes, à chaque fois on avait des div rows à placer pour chaque ligne, etc. C'était quand même un peu statique, ultra verbeux. Et finalement, c'était quand même notre HTML qui portait des informations de layouts qui, quelque part, on a pris l'habitude de faire, mais je pense que c'est pas exactement son rôle. Et donc, à droite, vous avez la version CSS Grid. Bon, bien sûr, il n'y a pas de CSS qui va avec, mais en gros, l'idée, c'est de dire que votre HTML devient lisible, redevient lisible, et on n'a plus à se soucier de gérer tout cet aspect responsive et tout ce layout côté HTML. Par ça, donc du coup, on n'a plus de limitation à 12 colonnes, on a autant de colonnes qu'on veut. On a du markup qui est simplifié, donc comme vous le voyez ici. Et ça reste quand même très flexible, à savoir que là, si en Bootstrap, vous vouliez, bon, je dis n'importe quoi, mais mettre le content sur une autre row quand votre browser était très grand, à ce moment-là, il fallait retoucher au HTML, et ça, c'était pas évident. Et là, avec le CSS Grid, vous allez pouvoir gérer plus finement ce genre de problématique. C'est un peu moins répandu encore que Flexbox, donc c'est compatible à 86%. Je ne vous conseille pas encore de l'utiliser si vous devez être compatible IE11, je suis vraiment désolée. Par contre, il faut savoir qu'il y a beaucoup de sites qui l'utilisent déjà en production, notamment Slate et Slack, pour quelques exemples, mais vous en trouverez plein d'autres. Hein. Donc voilà, c'est quand même une API qui mérite qu'on en parle parce qu'elle est vraiment efficace et elle est déjà en production. Pour la terminologie, c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on avait avant. Vous voyez, hein, on a toujours des containers et des items. Bon, jusqu'ici, tout va bien. On est sur un système 2D, donc j'ai mis 2 lignes. On a les areas, donc les zones. Voilà. On a la track qui va être la ligne, ou la colonne, la cellule, la line qui délimite la délimitation entre 2 lignes ou 2 colonnes. Et il y a quelque chose qui va complètement perturber tout ce que vous avez appris en informatique jusqu'à maintenant. Ça commence à 1. Ça ne commence pas à 0. Donc vous allez définir votre grille. Vous allez dire que votre grille, elle s'affiche en grid, qui a tant de colonnes, tant de lignes.
Et vous allez vouloir placer vos éléments à l'intérieur de cette grille ensuite de façon unitaire. Et quand vous voudrez placer vos éléments, si vous voulez les placer au début, vous commencez à 1. Donc vous allez vous tromper, hein, je pense. Moi, je me suis trompée plein de fois et ça m'arrive encore. Mais voilà, c'est hyper perturbant parce que c'est pareil, quand on le plaçait à 2, en fait, on a tendance à le placer à 3 en se disant que... ou à 1, justement. Enfin, vous voyez, même moi, ça m'embrouille. Mais bon, voilà, c'est juste une histoire d'habitude et à la fin, ça se passe bien. Ok, donc petite démo sur ça. Ok, donc je vais revenir sur mon layout. Je garde exactement le même HTML que j'avais auparavant, le truc hyper simple et hyper basique. Tac. Et je vide complètement mon CSS. Donc on a notre container ici. Donc, comme pour tout à l'heure, on va lui dire qu'on l'affiche en display grid, qui est la façon de dire que c'est du CSS grid. Et vous voyez, il ne se passe rien du tout. Et c'est normal. Parce qu'une fois qu'on a dit qu'on voulait une grille, il va attendre à ce qu'on lui définisse un certain nombre de lignes ou un certain nombre de colonnes, ou en tout cas un layout général à gérer. Donc pour définir des lignes et des colonnes, vous le faites toujours au niveau du container, à l'aide des propriétés grid, template, columns pour les colonnes et rows pour les rows. Jusqu'ici, tout va bien. Pour définir des colonnes, vous avez la possibilité de les définir avec des pixels, comme vous le faites assez normalement, je pense. Donc par exemple, imaginons que ici, je veux une première colonne qui fait 300 pixels, et une deuxième colonne qui fait 400 pixels, et une troisième qui fait 500 pixels. Voilà, donc déjà, par défaut, ici, mes éléments sont affichés. Et pour vous prouver que je ne vous mens pas, ici, on a bien mon premier qui fait 300 pixels. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est écrit en petit, hein, mais il fait 300 pixels, lui qui en fait 400 et lui qui en fait 500. Donc on voit que mes items se sont stretchés pour prendre tout l'espace disponible à l'intérieur de mes cellules. C'est normal, c'est quelque chose qu'on peut gérer après, je vous montrerai. Et voilà, de la même façon, si on veut se dire que... je ne vais pas faire ma feignance. Allez. Grid, template, rose. Si on veut que notre première row fasse 400 pixels et notre deuxième n'en fasse que 300, à ce moment-là, voilà. Donc on a directement notre layout qui est géré, nos éléments qui s'affichent là où il faut s'afficher, etc. Donc ça, c'est plutôt chouette. L'API est hyper complète et vous allez pouvoir utiliser des trucs super pratiques comme par exemple repeat, que je trouve super chouette. C'est pour dire, ben, en fait, je veux 3 colonnes de 300 pixels. Et là, paf, ça fait 3 colonnes de 300 pixels. Donc c'est pareil, hein, c'est pas foufou, mais en fait c'est quand même hyper pratique de se dire qu'au moment où on lit le CSS, de se dire ouais, voilà, j'ai 3 colonnes de 300 pixels, c'est très clair et c'est hyper visuel. On n'a pas besoin d'aller chercher 10 ans où est l'information. Il y a une autre valeur qui est très intéressante en CSS Grid, c'est dur à dire, c'est le fraction. Par exemple, si ici je définis une 4e colonne avec OneFR, je vois que j'ai un élément qui s'est positionné ici, mais en fait, hop, il est complètement stretché. Ce que ça veut dire, OneFraction, ça veut dire que j'ai une 4e colonne qui va prendre tout l'espace qui lui reste dans le container sur la ligne, et il va positionner sa cellule sur tout l'espace qui lui reste. D'où l'élément qui s'étend ici sur tout l'espace qui lui reste. Et c'est cool parce que je peux lui dire OneFR, après je peux remettre une colonne de 300 pixels. Hop. Voilà. Et j'ai quand même mon élément du milieu qui va se stretcher et voilà. Donc là, j'ai mis des poneys, hein, mais en fait, imaginez un contenu normal de site avec vos colonnes à gauche, à droite de menu, etc. Tout de suite, ça fait un peu plus de sens. Bon, je reviens sur un layout un peu plus respectable. Voilà. Il y a également, pour l'information, une propriété grid gap qui existe, que vous pouvez définir en pixels. Par exemple, si je mets 15 pixels, ici, vous avez vos éléments qui voilà, c'est comme un padding en fait, de 15 pixels entre vos cellules. Voilà pour ça. Donc ça, c'est vraiment le layout de votre contenu en fait. Et une fois que vous avez défini ça, ce qui est chouette, c'est que vous allez pouvoir placer aussi chacun de vos éléments unitairement dans la cellule, dans la grille, pardon. Donc par exemple, imaginons que mon Twilight Sparkle ici, je vais en mettre 300 juste pour... Imaginons que je mette Twilight Sparkle ici, je vais le mettre en seconde ligne. Donc je vais mettre sur Twilight ici, et je vais aller lui dire de se placer en grid volume A1. Donc voilà, je lui dis, ta colonne, c'est la colonne 1. Donc il va aller prendre la colonne 1 là, juste après la cellule, enfin, là, il prend la row,
Et si la colonne est avant celle sur laquelle il se place, parce que là j'étais en colonne 3 du coup, et étant donné que 1 est inférieur, il revient à la ligne et il se place ici. De la même façon, si je veux que Applejack ici vienne en dessous de Pinkie Pie, je vais définir un grid column à 3. Voilà, et il s'y place automatiquement. Il y a un truc qui est super cool. Donc imaginons que je mets Applejack ici plutôt, et que je veux que mon Applejack prenne 2 cellules. À ce moment-là, il y a 2 possibilités. Soit je mets grid column à 2 et il se finit en 4. Donc c'est le start et le end, en fait, finalement. Je vais enlever ça. C'est start/end. Donc je start à 2 et je termine à 4. Ou alors je peux lui dire, je start à 2 et je prends 2 places. Bon, et vous voyez, ça fait exactement la même chose. Donc vu que je ne suis pas une menteuse et que je veux vous montrer que, voilà. Je prends 2 places. Je suis à la colonne 1, je prends 2 places, donc ça prend 2 slots. Ça, c'est quand même super efficace. Il y a toutes les propriétés Flexbox que je vous ai montrées précédemment qui vont fonctionner également. Par exemple, si vous mettez en Justify Self Center. Voilà. Vous voyez mon Rainbow Dash ici, je lui ai mis un Justify Self à Center, ce qui fait qu'en fait il s'est centré horizontalement dans sa cellule. Il est plus stretch, il prend plus toute la taille, il prend juste la taille de ce qu'il contient. Et voilà, et donc il s'est centré. Et de la même façon, je peux faire align self à center. Tac. Bon. Là, il y a des petits espaces qui sont créés en dessous, au-dessus. Voilà. Je peux vraiment gérer le contenu de ma cellule pour l'afficher avec les éléments flex qu'on a vus précédemment. Et ça, c'est quand même assez chouette de pouvoir combiner les deux. Je m'arrête là pour la démo, parce que en fait, je pense que c'est le principal à voir dessus. Bon, bien sûr, il y a une API hyper complète, hein. Vous allez pouvoir trouver plein de documentation dessus, il ne faut pas hésiter à aller voir. Je vais vous montrer encore quelques exemples de certaines choses qui m'ont bien plu dans l'API. Non, c'est pas ça. J'avais parlé dans le beeper, ça marche pas. Donc par exemple, Grid Area, c'est pour pouvoir placer vos éléments sur une zone entière. Donc je vous ai montré comment on faisait pour créer un item et le faire sur 2 lignes, enfin sur 2 colonnes, pardon. Là, vous pouvez le faire carrément sur des zones entières, donc c'est quand même super pratique si vous avez du contenu, du gros contenu. Grid template, c'est des shorthands à chaque fois, c'est des raccourcis, hein, qui vous permet de faire du grid template rose et de définir vos roses et vos columns en même temps. Grid gap, c'est ce que je vous montrais, mais en fait grid gap c'est déjà un raccourci pour le row gap et pour le column gap. Il y a place self qui vous permet de combiner le align self et le justify self que je vous ai montré tout à l'heure. Bref, il y a une API hyper complète, donc encore une fois, sur le peu de temps que j'avais pour vous montrer tout ça, je ne pouvais pas, mais il ne faut pas hésiter à regarder, il y a vraiment énormément de choses. Il y a un autre point que je trouvais qui méritait votre attention, c'était le grid template areas. C'est-à-dire que si vous avez un layout à créer, vous pouvez définir chaque élément de votre template en le nommant avec grid area tel que c'est ici. Par exemple, pour un footer, vous l'identifiez en tant que grid area footer. Et derrière, pour gérer votre layout, vous créez un grid template areas et de façon hyper visuelle, vous pouvez lui dire à quoi ressemblera votre layout. Par exemple, j'ai 2 colonnes head et j'ai ma sidebar, ma right sidebar, et ensuite j'ai mon contenu sur une autre ligne encore, je vais avoir ma left sidebar, et enfin voilà. Bref, vous voyez l'idée. On voit vraiment le layout tel qu'il apparaît ensuite à l'écran, et ce qui est chouette, c'est de le combiner ensuite avec Media pour avoir un effet responsive vraiment à ce moment-là, d'afficher sur des petits écrans, d'avoir votre barre qui vient en bas ou qui revient à droite, etc. Et là, vous n'avez plus jamais à toucher à votre HTML, et c'est tout géré en CSS, et c'est ultra responsive. Ok, donc je vous ai montré 2 API qui vous permettent de gérer le layout et le placement de vos éléments. Et c'est chouette, hein, mais en fait, du coup, qu'est-ce que vous utilisez? Parce que en fait, les deux font la même chose. Mais en fait, non, les deux font pas la même chose. Bon, vous allez trouver plein d'articles qui vous disent que oui, ils font la même chose, mais moi, mon avis, c'est que non. Flexbox, je vous le conseille plutôt pour tout ce qui va être unidirectionnel, parce que c'est du 1 dimension au final, c'est de la ligne ou de la colonne, et même si ça break, ça reste quand même des éléments que vous souhaitez afficher de façon unilatérale. C'est quand même adapté aux composants, et c'est pour des besoins spécifiques. Et la grille, encore une fois, c'est vraiment pour du layout, pour des trucs plus complexes.
C'est voilà, pour quelque chose de plus général, des choses que vous voulez vraiment responsive aussi, gérer plus finement, etc. Donc voilà, je pense que c'est pas vraiment le même besoin à chaque fois. Il faut se poser la question de qu'est-ce que vous devez utiliser. C'est pas forcément évident, je dis pas, mais je pense que les deux fonctionnent très bien ensemble. Donc mon conseil, c'est les deux. Combinez-les, ajustez-les. À la fin, de toute façon, vous allez utiliser du Flexbox dans votre CSS Grid, etc. Donc voilà, utilisez les deux, ça marche très bien. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je pense que j'ai pas le temps, mais c'est avec plaisir que j'y répondrai tout à l'heure, ou si vous avez vraiment des questions urgentes, je peux y prendre maintenant.